Le poumon, vous dis-je. J'espère que certains se souviendront de Toinette et du malade imaginaire. Mais là, le problème, c'est que le malade, il n'est pas du tout imaginaire, il est bien réel. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça soit tant la planète qui a un problème de poumon que nous, les êtres humains. La planète, elle a vécu à peu près 4 milliards d'années sans arbres et sans plantes. Elles sont venues même après certains animaux. Mais à l'époque, il y avait surtout des micro-organismes, des bactéries sur cette Terre, et pas d'êtres humains. Nous, on en a un besoin indispensable pour respirer. Elle nous donne notre oxygène, mais aussi pour boire. La moitié des plus grandes villes de la planète dépendent des rivières, dépendent des forêts pour l'approvisionnement en eau des villes. Et puis notre estomac aussi. On ne sait pas très bien, mais dans une cuillerée à soupe de sol vivant, et le sol vivant il est essentiellement en forêt de nos jours, il y a plusieurs milliards d'individus. Et ces individus, ces êtres vivants, pour la plupart invisibles, ils sont à l'origine de toutes les chaînes alimentaires. C'est-à-dire que ce que nous mangeons, ça vient du sol. Donc nous avons besoin aussi pour nous nourrir, et puis pour soigner notre corps entier, puisque la moitié des médicaments, par exemple anti-cancer, viennent de la forêt. Alors, c'est quand même un paradoxe, la forêt, elle est indispensable, elle est irréemplaçable, et pourtant, ça serait un poumon un peu nécrosé. On voit partout dans le monde cette forêt qui disparaît, l'équivalent chaque année de la surface de la Grèce ou de l'Angleterre qui disparaît. Donc c'est une espèce de suicide collectif inconscient. Il faut bien comprendre ça, parce qu'on ne peut pas survivre à la disparition de la forêt. Les raisons de cette déforestation, elles sont humaines. Mais si on veut mettre les choses à leur place, elles sont essentiellement non pas liées aux pauvres, qui déforestent un peu, mais une fois qu'ils sont pauvres, mais plutôt aux riches, c'est-à-dire à ceux qui ont les moyens de changer la forêt, l'utilisation de la terre où il y a de la forêt, pour en faire de l'électricité, dans ce cas-là au Vietnam, pour en faire de l'élevage, de la viande que vous et moi allons manger. Donc, si vous voulez œuvrer pour la forêt, commencez par manger une fois par semaine moins de viande, ou d'autres choses. Donc c'est important de voir que la pauvreté est la conséquence et non pas la cause. Et en économie positive, et chaque fois qu'on veut changer un paradigme, il faut mettre les choses dans le bon sens et pas se tromper de cause et de conséquence. Autrement, les choses ne changent pas, ou en tout cas pas longtemps. Et c'est parce que j'avais envie de remettre les choses en place, de remettre la forêt dans le cœur de l'économie, mais dans l'économie au sens propre, l'oikonomia. Oikonomia en grec, ça veut dire la gestion de la maison humaine, l'administration de la maison humaine. C'est pour ça que j'ai créé Kinomé en 2005, pour faire de l'arbre, on l'a dit, non plus un problème, parce que tant que l'arbre est considéré comme un panda ou un tigre, il terminera de la même façon, éteint, et nous avec, mais une solution. Et une solution concrète, mesurable et mesurée d'amélioration de la vie quotidienne des gens. Kinomé, ça veut dire l'œil de l'arbre, et ça veut dire bourgeon. Et concrètement, nous faisons du conseil, de la gestion de projet et de la recherche. Du conseil, c'est accompagner des entreprises, mais aussi des institutions, des ONG, à donner plus de valeur à l'arbre, de sorte que l'arbre ait plus de valeur debout et vivant que couché, ou alors s'il est coupé, et il faut parfois le couper, qu'il soit remplacé. Donc ça va être créer des éco-villages avec le PNUD, ça va être travailler sur les ingrédients, trouver des nouveaux ingrédients, on verra un exemple tout à l'heure. Et puis, la gestion de projet, c'est une fois qu'on met en route un projet soit de replantation, soit de protection, de voir comment on peut faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour que ça se passe bien dans une vision globale et intégrée. Et enfin, la recherche. On ne connaît pas bien la forêt. On en est complètement dépendante et pourtant on ne la connaît pas bien. Et on en a besoin pour mieux vivre, surtout à 10 milliards bientôt. Et donc l'idée, c'est de travailler sur des thèmes particulièrement importants. La microbiologie du sol. On travaille avec le CNRS. Ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. Le lien forêt-eau-climat. Beaucoup de gens travaillent sur les projections. Là, on vient de passer les 400 ppm de CO2, de ce qui se passera à l'avenir. Mais qu'est-ce qui se passera si on reforeste? Qu'est-ce qui se passera si on fait notre travail de restauration? Là-dessus, on travaille avec le LSCE, qui est le GIEC français. Et puis, on travaille sur les indicateurs d'impact sociaux. À quoi ça sert tout ça? Comment on peut, je le disais, améliorer la vie des gens? Et le socle de tout ça, de notre approche, c'est le leadership éthique. Qu'est-ce que c'est le leadership éthique? Leadership innovation, aller chercher des solutions nouvelles, éthiques, tout simplement s'intéresser aux besoins fondamentaux des êtres humains, qui ne varient pas d'un pays, d'une culture, d'une époque à l'autre. Et donc ça permet d'avoir un repère.
On va le voir tout de suite dans l'exemple. Ce leadership éthique, il a été créé par Edelgoeth, que vous pourrez écouter dans la conférence d'après à 17h40. Là, je vous montre des cartes qui sont extraites de notre outil de suivi des impacts. C'est pour ça que vous voyez en haut des petites icônes. Donc je vous emmène quelques minutes au Tchad. Le Tchad, c'est au centre de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui sont déjà allés au Tchad? Voilà, je crois que j'ai vu trois mains. C'est un pays qu'on ne connaît pas bien, d'accord? Je vais vous en dire un tout petit peu plus. Si on regarde les chiffres, c'est le 184e sur les 187 pays qui ont un indice de développement humain. Donc un pays très pauvre. Juste pour que vous puissiez vous identifier, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Donc ça veut dire que moi, l'année prochaine, je ne serai pas là. Ça peut faire rire, mais c'est quand même une réalité. 75% d'illettrisme, et plus chez les petites filles. J'ai 5 filles, ça veut dire que dans le meilleur des cas, j'en aurai 4 qui continueront à se marier à 10 ou 12 ans, à avoir de nombreux enfants et à passer leur vie à essayer de faire en sorte qu'il y ait quelque chose à manger pour ces enfants. Donc un pays très pauvre, avec beaucoup de désertification. Là, on voit en fait, vous seriez venu à cet endroit-là quelques années avant, la ligne verte serait au milieu de l'écran. Et puis si vous y retournez dans quelques années, vous verrez probablement plus la ligne verte. Vous voyez, c'est dû notamment au surpâturage. L'essentiel de la population vit du bétail. Et puis la déforestation. Au Tchad, comme vous pouvez le voir, c'est interdit de couper des arbres vivants. Et pourtant, vous voyez des milliers de camions comme ça. Pourquoi? Parce que 80% de l'énergie consommée en dessous du Sahara, c'est du bois, il n'y a rien d'autre. Et tant qu'il n'y a rien d'autre, il y aura ces camions. Ces camions, ils viennent, ils laissent 100 à 200 euros aux villageois et ils repartent avec un profit de 2 à 3 000 euros et des conséquences pour les villageois qui vont durer 3 générations. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant que vous avez le moral à zéro, il va falloir que je vous le remonte un peu. On peut faire beaucoup de choses. On peut se souvenir déjà de notre grand frère. J'espère que vous allez voir l'entièreté du film de Luc Jacquet tout à l'heure. L'arbre, c'est notre grand frère. C'est ce qu'il dit à la fin de la bande-annonce, il nous a accueillis et il s'est occupé de nous pendant les 80 millions d'années qu'on a passé avant de descendre de l'arbre et prendre possession de nos bras et voir notre cerveau grossir. On lui doit à peu près tout, d'accord, cet arbre. Et il est plein de ressources. Pourquoi? Parce qu'il ne bouge pas, contrairement à moi. Il ne bouge pas et il ne peut s'adapter que par ses propres ressources, notamment la chimie, et par ses stratégies de coopération avec les autres, avec les champignons, avec les épiphytes, avec les insectes, avec tout ce monde-là. Un arbre sans les autres, ça ne sert à rien. Par exemple, les mycorhizes, les champignons permettent à l'arbre d'aller chercher de l'eau 50, voire 80 mètres plus profond que ses propres racines. Et à l'inverse, nourrit ce champignon avec des sucres qu'il a produits. Alors, cet arbre-là, il donne de la gomme. C'est un exudat, c'est ce qui tombe un peu comme de la résine de pin, ce qui sort de ses blessures naturelles. On n'a pas besoin de le saigner. Et puis il y a des femmes qui le collectent depuis 50 000 ans, et c'est dans la pharmacopée. Ça permet de soigner un certain nombre de maladies. Le problème, c'est que ce débouché ne suffit pas. Et du coup, il faut trouver un autre débouché pour que l'arbre ait suffisamment de valeur pour qu'il reste debout. C'est ça notre métier. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, il faut renverser la logique, comme souvent en économie positive. Plutôt que de planter des arbres, en faire planter, et puis se dire ensuite, mais à quoi ils vont servir? Comment on va faire pour qu'ils restent là, qu'ils ne soient pas mangés par les chèvres ou brûlés par le feu de brousse? Et bien, on est parti du débouché qui viendrait compléter le débouché local. Et ce débouché, en fait, c'est un peu comme Toinette, remémorez-vous votre enfance, et pensez aux boules de gomme. Il y a de la gomme arabique dans plein de produits. Dans les médicaments, mais aussi dans les boules de gomme, dans les barres de chocolat, et même dans les boissons gazeuses. Dans le Coca-Cola, il y a de l'émulsifiant, parce qu'elle a plein de belles propriétés physico-chimiques, cette gomme. Et donc, on a regardé avec des industriels, et en travaillant pendant plus de 2 ans avec Danone, on s'est rendu compte, avec leur R&D et la nôtre, qu'en fait, cette gomme, qui est un sucre évolué, nourrit et probablement protège les ferments qui mettent dans le lait et qui vont dans votre intestin quand vous mangez le yaourt. Et qu'on augmente par un facteur qui va jusqu'à fois 1000 sur certains produits la présence de ces ferments qui ont un impact sur votre transit et sur le mien. Et du coup, on n'est plus dans la RSE, parce que c'est prouvé scientifiquement, on n'est plus dans
le développement durable, on est dans le développement tout court. On est dans un produit amélioré grâce à un ingrédient qui vient du fin fond du Sahel, dans un pays que la plupart des gens, chez Danone, ne pouvaient pas trop mettre sur la carte. On ne peut pas leur en vouloir. Alors quand on a dit ça, on a un débouché. On a une valeur pour l'arbre. Maintenant, elle est encore que virtuelle si ça ne se passe pas bien sur le terrain. Et c'est là qu'en général, ça pêche. Et ça pêche pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on vient avec une idée préconçue de ce qu'il faut faire. Planter, conserver, faire de l'agroforesterie, faire des crédits carbone. En fait, on n'en sait rien. Une forêt, c'est un territoire. Et donc, ça va dépendre de ce dont les gens ont vraiment besoin. Et ce qui est difficile, c'est de faire sortir ces besoins. Pour ça, on travaille toujours avec un partenaire local, une ONG locale, SOS Sahel en l'occurrence, et on va d'abord voir les hommes. C'est dans cet ordre-là que ça se passe au Sahel. On discute, on essaye de voir comment ça fonctionne et d'avoir une vision globale de qui fait quoi sur ce terroir. Très souvent, on dit ils ne se servent pas de ces terres. C'est pas vrai. Il n'y a aucune terre dont on ne se sert pas. Nulle part au monde. Elles ont toujours un usage. Simplement, nous, on ne le voit pas du premier coup. Donc, on discute avec les chefs du village et ensuite, on va voir les femmes. Les femmes qui sont ces Shivas de l'Afrique et d'ailleurs avec 1000 bras, puisque les femmes, en fait, s'occupent des enfants, de la famille, des villages. Elles font tourner le monde, en fait. Et en plus, elles sont les premières à prendre, à souffrir des guerres, des changements climatiques et de tout ça, puisque ce sont elles, très souvent, qui mangent des dernières à la maison. Donc on les voit, vous voyez, elles sont magnifiques, et pourtant elles ont une vie difficile, on le voit un peu sur le regard de l'enfant ensuite. Elles savent souvent pas ce qu'elles vont leur donner le soir. Et donc on s'assoit avec elles, mais pas pour leur poser n'importe quelle question. Et là on rentre dans le cœur de notre expertise. Quels sont leurs besoins fondamentaux ? Les besoins fondamentaux, c'est la santé, qui inclut l'accès à l'eau, à l'alimentation et aux soins. C'est la sécurité, ça paraît tout bête, mais la sécurité physique, quand vous vivez au Darfour, c'est pas rien. La sécurité alimentaire, la sécurité économique, c'est l'équilibre et le bien-être. On peut être en santé, c'est-à-dire pas malade, et pour autant pas équilibré. On en connaît plein. Le respect de la personne, l'inclusion dans des groupes sociaux, on a tous besoin, qu'on soit malgache, tchadien ou français, d'être inclus dans un ou des groupes sociaux, et aussi l'inclusion de la pensée, on a besoin d'avoir une approche un peu globale des choses, l'accès à la connaissance et le sens. Pouvoir se réaliser, pouvoir donner du sens à sa vie. Ça, partout, on en a besoin. Et on essaye de voir comment l'arbre peut aider à ça, comment peut soulager un des bras de cette femme que j'avais photographiée là, sur une draperie au Togo. Voilà. C'est pour ça que nous avons reçu le label Éthique Évolution, qui veut tout simplement dire que dans notre positionnement, dans ce que nous faisons au quotidien, nous sommes attentifs à mesurer et à orienter tout vers une meilleure satisfaction de ses besoins fondamentaux. Alors si on sort sur le terrain, si on repart au Tchad, on vient avec ce projet de gomme arabique. On dit à Danone, vous pourriez en acheter, et à son fournisseur, Nexira, qui vient de pas loin d'ici, vous pourriez en acheter au Tchad, au Soudan, au Nord Cameroun. On va voir les femmes. Elles nous disent, nous on a besoin d'eau. Alors les bailleurs disent, vous êtes gentils, nous on est là pour la gomme, on n'est pas là pour l'eau. Et c'est là où il faut s'affirmer et dire, attendez, elles ont besoin d'eau. Et ça, c'est la base de leur vie. Sans ça, rien n'est possible. Et à ce moment-là, on a fait des pilotes, et puis vous allez voir la suite de l'histoire. C'était la bonne décision. Ensuite, elles nous disent, voilà, nous, on a besoin de développer notre économie locale. On est trop dépendant du mil et du bétail. Et enfin, elles nous disent, oui, on ne doit pas couper les arbres, on va leur donner de la valeur, mais on a quand même besoin de faire chauffer la galette de mil. D'où le foyer amélioré qui est à droite. Ensuite, on peut alors, maintenant que les fondamentaux, les besoins essentiels, pas tous, mais une partie, les plus urgents, on commence à s'en occuper, on peut s'occuper de la filière gomme arabique. Et entre-temps, on était parti avec des privés, là on a l'Agence française de développement qui nous dit, tiens, moi je veux bien participer à creuser des puits. L'Union européenne qui nous dit, moi travailler sur la gomme arabique, sur la filière, ça m'intéresse. Et on commence à créer des magasins de stockage, travailler sur la qualité, sur des petits outils. Et puis les femmes disent, voilà, nous on aimerait moins dépendre de l'usurier. L'usurier, c'est celui qui vient vous acheter votre gomme à un tiers du prix du marché, un mois avant les récoltes, quand vous n'avez plus rien à donner à vos enfants. Voyez ? Et puis il y en a même qui nous ont dit, nous on aimerait construire des charrettes, comme ça on pourra les louer à des hommes qui iront sur les marchés, on aura un petit revenu récurrent. Vous voyez, tout ça, c'est le besoin d'inclusion et le besoin de réalisation de soi. Quand elles travaillent ensemble,
et qu'elles sont un tout petit peu sorties de la survie quotidienne, elles ont des idées comme ça. Pas besoin de leur parler de capitalisme, elles savent faire. Et puis ensuite, l'AFD nous a dit, on a un programme qui s'appelle le programme de renforcement de capacité commerciale, qui peut travailler cette fois-ci plus sur les projets pilotes, où on avait quelques milliers de personnes, plus sur la région, quelques dizaines de milliers, mais sur l'ensemble du pays. Et non seulement sur le pays, mais sur 2 pays, le Tchad et le Soudan. Sachant qu'il y a 500 000 familles qui vivent de la gomme au Tchad et 3 millions au Soudan. Je ne vous fais pas de dessin, elles en ont besoin. Donc on a travaillé sur la qualité, sur le stockage, sur les différents intermédiaires, sur la répartition de la chaîne de valeur. Tout ça, suivi, aussi bien quand on travaille avec des entreprises que des institutions, que des ONG, et on a tout le monde ensemble, suivi par un outil que nous avons développé à partir de la constatation suivante, qui était que l'aide au développement, et en particulier les projets de reforestation, très souvent, vous plantez, vous recevez vos crédits carbone, vos aides, vos machins, vos subventions, vous vous retournez, il n'y a plus d'arbres. Les chèvres les ont mangés, le feu de brousse est passé, etc. Il y a un vrai manque de accountability, disent les Anglais. Donc on a besoin de travailler les résultats, le nombre d'arbres plantés, le nombre d'écoles ouvertes, le nombre de participants, mais surtout les impacts. Les impacts, c'est ce qui reste dans ma main quand j'ai tapé. Vous voyez, c'est qu'est-ce qui se passe en termes de variation des conditions de vie après. Ça, quoi que vous fassiez, en économie positive ou ailleurs, souvenez-vous de ça. Besoins fondamentaux, impact, qu'est-ce qui reste? Et pour ça, on a créé Ex Nihilo, un outil qui mélange une base de données, XRM, ultra sophistiquée, où on peut aller très profond ou très en synthèse, et un système d'information géographique qui vous dit en temps réel ce qui se passe sur votre projet. Où vous avez mis votre argent si vous êtes un bailleur, comment vous allez pouvoir récupérer votre gomme, qu'est-ce qui se passe dans le village. Si vous voulez voir le site de l'ONG, avoir des photos, des vidéos, parce que vous avez aussi besoin de parler de ce que vous faites, on l'a vu dans la présentation précédente pour emmener les gens avec soi, mais avec une vision complètement intégrée, globale, avec tout le monde, et qui part des populations locales. Alors on revient et on termine au Tchad. On a la chance, on a plus de 5 ans de recul maintenant. On a besoin de temps sur ces projets-là. 5 ans, c'est rien. Et qu'est-ce qu'on remarque? J'ai fait le tour de 16 villages. L'année dernière, on leur a demandé quel a été le changement pour vous avec ce projet. Tous, les 16 villages, vous nous avez apporté l'eau. Vous ne voyez pas bien, mais au fond, il y a un puits. Ça a réduit les maladies de nos enfants, qui ne vont plus boire à la mare du phacochère. Mais surtout, au lieu de partir le matin, à 6 h du matin, faire 1 heure de marche, aller au village d'à côté, faire la queue 2 heures, revenir avec 30 litres d'eau sur la tête, refaire 1 heure de marche et partir chercher de la gomme à 11 h du matin, on part maintenant à 7 h. Il fait moins chaud, on va plus loin, on a doublé la collecte de gomme. Vous voyez, donc votre bénéfice économique et la sécurisation de la filière d'approvisionnement est liée au bout, parce qu'on s'est posé les problèmes dans le bon ordre. Voilà ces femmes qui terminent les corvées avant de partir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'un projet comme ça? Grande échelle, parce qu'aujourd'hui, on est en train de passer de la centaine de milliers, il y a plus de 100 000 personnes qui bénéficient de ce projet, essentiellement 80% des femmes, 1 200 000 arbres qui n'ont pas été coupés, selon nos estimations, parce qu'ils ont gagné en valeur. Toute la chaîne a été gagnante, les intermédiaires, les grossistes, les exportateurs, l'industriel, et enfin les consommateurs qui ont un produit amélioré. Donc comment on peut... pourquoi ça a marché? À mon avis, ça a marché pour 3 raisons. 1, vision globale, approche intégrée, ancrée dans les besoins de l'homme. 2, des repères clairs, et que vous pourrez retrouver parce que c'est le plus grand dénominateur commun. Vous pourrez mettre dedans les objectifs du millénaire qui sont discutés aujourd'hui à New York, vous pourrez mettre les scorecards des entreprises, vous pouvez mettre tout dedans, les 7 besoins fondamentaux, parce qu'ils sont universels. C'est ça leur force. Donc un pilotage clair, une mesure des impacts, je viens de vous le montrer, et enfin le long terme. Moi c'est ce que j'ai préféré dans le rapport de l'économie positive. Il dit si nous ne préoccupons pas, il est écrit noir sur blanc, sans nous préoccuper du long terme, nous préparons une vie d'enfer aux générations contemporaines, même pas futures.
Et il y en a déjà un paquet qui vivent, vous avez vu ces belles photos, elles sont belles ces femmes, mais elles vivent vraiment dans une grande précarité, une grande difficulté. Voilà. Et pour ça, on a besoin de long terme. L'arbre est un excellent modèle pour le long terme. Souvenez-vous des Ents dans Les Seigneurs des Anneaux qui mettent des années et des mois à se décider, puis après, ils vont sauver tout le monde. C'est un forestier qui a inventé le calcul d'actualisation. En 1849, 70 ans avant que les économistes formulent la chose. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir aujourd'hui ce que valait un arbre que ses petits-enfants récolteraient dans 100 ans. N'oublions pas ça. Nous, êtres humains, pour nous souvenir du long terme, nous avons besoin de deux choses. Un, nous poser. Ce que vous faites un petit peu ce soir. Ralentissez. Allez en forêt. Posez-vous. C'est la seule façon. On ne peut pas voir le long terme sans se poser. La deuxième chose, c'est d'ouvrir le cœur. Ça peut paraître naïf, ça ne l'est pas du tout. C'est la seule façon de faire vraiment bouger des paradigmes, d'ouvrir le cœur. Ouvrir le cœur, c'est quoi? C'est se dire, ces belles photos, qu'est-ce qu'il y a comme réalité derrière? Si j'étais tchadien, j'en aurais plus que pour 1 an en moyenne. C'est pas rigolo du tout. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on prépare? En France, on a 1 900 000 jeunes, je reviens et je termine par la France, 1 900 000 de 18-25 qui n'ont pas de job, pas de formation. Qu'est-ce qui seront ces jeunes dans 10, 20 ans, 30 ans, si on ne fait rien? Voilà. Ouvrir le cœur, ça permet de voir ça et du coup de se mettre en marche. Et de se dire, ces jeunes, comme nous tous, surtout si en plus on s'aide de la nature, on a un potentiel de créativité, de création infini. Et avec les gens qu'il y a dans cette salle, on peut changer le monde. Une seule personne suffit en fait. Je dis toujours, nous sommes tous des baobabs. À partir de maintenant, je dirais, nous sommes tous aussi des moabis, qui sont les héros du film de Luc Jacquet. Merci.